Bien. Eh ben, on y va, on est en ligne. Bonjour à tous. Vas-y, Christophe, je te laisse. Oui, ok, non, je pensais que tu voulais faire un mot Ouais. d'introduction générale. Non, non, bah bonjour à tout le monde, ouais. Il y a des nouvelles sur le projet, des nouvelles sur l'avancement. Ah, Non, 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 rien de bon, spécial. On fera un séminaire en décembre, mais je crois qu'il avait déjà été annoncé, où on ok, commencera à parler un petit peu de nos avancées dans le projet, très justement. bien. Et, Alors, on va attaquer. voilà, Ok, rien de parfait. spécial. Eh bien, donc, on va effectivement attaquer tout de suite, hein, sachant qu'aujourd'hui, on va être un tout petit peu plus bref que d'habitude. On va vraiment essayer de finir à 20 heures, puisqu'il y en a plusieurs qui ont des obligations, dont notre invité du jour. Sans plus attendre, donc Sylvie Binda. Ex-directrice de recherche chez Danone et aujourd'hui directrice de recherche, même vice-présidente de la recherche chez l'Allemand, une autre grande firme des ferments. C'est une de ses nombreuses casquettes, parce qu'elle est aussi présidente d'un certain nombre d'associations, dont l'European Microbiome Innovation Research. Donc, autant dit qu'elle baigne dans alors je vais dire qu'elle baigne dans l'intestin, c'est un peu, le raccourci est quand même un peu approximatif, mais en tout cas dans les espèces qui peuplent nos microbiomes, et particulièrement bien sûr le microbiome intestinal. Et donc je vais lui laisser la parole pour donc une quarantaine de minutes, hein, pour qu'on ait 20 minutes de discussion derrière, et pour qu'elle puisse nous parler de sujets qui nous interpellent beaucoup dans ces histoires de kéfir qui tournent, ou plus largement dans l'histoire de ferments, qui tournent au cours des aspects santé. Bien entendu, on a beaucoup de questions régulièrement dans tous ces webinaires qui tournent autour des enjeux de santé. Et ça tombe bien, Sylvie est une grande spécialiste de ce volet-là. Donc, je te laisse la parole. Merci Christophe. Bonjour à tous pour l'invitation. Alors, je vais vous présenter, en fait, j'ai essayé de vous faire un panorama autour des probiotiques, vous parler un peu de notre société et vous expliquer aussi un peu les études cliniques, justement pour comprendre comment on peut démontrer qu'il y a des effets santé. Parce que pour les démontrer, il faut faire des études. Alors, je démarre et je vois que mon diaporama n'avance pas. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. Alors... Ah si, c'est bon. Donc très rapidement, l'allemand, alors c'est une société en fait souvent inconnue parce que ça s'appelle un business to business, c'est-à-dire que la marque, vous ne connaissez pas, enfin le consommateur ne connaît pas, c'est pas comme Danone, mais on est une société qui a à peu près plus de 100 ans, qui est une société familiale avec une présence mondiale et dont le cœur de métier a démarré justement sur l'utilisation de la levure, sur sa première utilisation qui est de la levure classique en boulangerie. Donc ça a été fondé au Canada par un Français qui était alsacien. Ça a été fondé à la fin du 19e siècle et les premières usines datent de 1917. Aujourd'hui, c'est un groupe avec à peu près 600 emplois, enfin plus de 5000 employés en total. Et en fait, on a plus de 49 usines. Par contre, on a une division dans laquelle je dirige aujourd'hui la recherche, c'est la division santé, dans laquelle en fait on a à peu près plus de 600 employés aujourd'hui, avec évidemment de la recherche depuis à peu près 90 ans, même si la recherche en tant que telle, on va dire c'est un peu plus d'une cinquantaine d'années, parce qu'on a créé un institut de recherche en 1950. Mais voilà, donc en tout cas, c'est vraiment une société qui s'est bâtie sur un point commun majeur dans cette société qui est toute l'utilisation des bactéries et ou des levures autour de différentes utilisations. Alors, mon diaporama a vraiment du mal à défiler parce que là, je vois que je suis restée bloquée sur la première slide. Donc, excusez-nous, hein, c'est les problèmes toujours technologiques et techniques. Voilà. Donc, en fait, ce que je disais, donc l'allemand, en fait, c'est à peu près 15 business units. Chaque business unit est toujours la même, est toujours bâtie sur le même modèle, c'est-à-dire on utilise des micro-organismes à des fins différentes. Par exemple, on peut utiliser des micro-organismes pour la nutrition animale, on peut utiliser des micro-organismes pour faire des biocarburants, on peut utiliser des micro-organismes pour la santé des plantes. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des micro-organismes qu'on utilise pour la santé. C'est ce qu'on appelle la division de la solution santé. Aujourd'hui, quand vous ne nous connaissez pas, mais vous nous consommez. C'est sûr, aujourd'hui, quand vous consommez un verre de whisky, il y a une chance sur trois que la bouteille de whisky écossaise, en fait, ça a été en fait distillé en fait avec des produits, en particulier de levure de l'allemand. Plus de 22 milliards de bouteilles de vin qui sont produites chaque année, en fait, sont faites avec à la fois des levures et à la fois des bactéries de l'allemand. Plus de 30 milliards de miches de pain consommées aussi, plus de 600 formules probiotiques dans le monde entier.
On a à peu près 100 ans d'histoire sur l'utilisation des ferments dits technologiques, c'est-à-dire tous les ferments fromage, mais aussi les ferments de salaison. Sur ce qu'on appelle les probiotiques pour les enfants, on est le numéro 1 mondial, et en particulier avec une marque très présente en Chine qui s'appelle Biostim. Sur toute l'alimentation animale, c'est pareil. En fait, on est très présent. Plus de 120 millions, de porcelets et truies consomment en fait de manière annuelle des probiotiques. Et en Europe, plus de 10 milliards, enfin 10 millions, non, 10 milliards de personnes consomment en fait des tomates qui sont 10 millions, pardon, qui sont faites sans produits chimiques, parce qu'on a une division qui s'appelle Plant Care, dans laquelle on utilise des micro-organismes pour avoir un rôle de biofertilisant, entre autres. Donc ça, c'est un point important. Donc sans le savoir, vous nous connaissez. Donc en fait, on est sur la division santé, on va dire, on est pionnier de l'utilisation des souches à utilisation santé, c'est ce qu'on appelle les probiotiques. Je ne vais pas rentrer complètement en détail parce que ce n'est pas le point le plus important, mais notre premier institut de recherche a été fondé en 1934. Il s'appelle l'Institut Roselle, il est basé au Canada. Et en fait, dans cet institut, on va étudier tous les probiotiques, en fait, tous les micro-organismes avec potentiellement des effets santé. Donc, c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on peut étudier des micro-organismes pour expliquer qu'ils ont un effet santé. Et ça, c'est le point important. Alors, les probiotiques, alors évidemment, j'ai mis 2 choses là qui sont intéressantes, c'est-à-dire à gauche, c'est, on va dire, de la littérature très, très scientifique, c'est-à-dire que ça parle aux scientifiques, c'est-à-dire les fameux journaux de publication comme Science, Nature, etc. Ce qui est juste intéressant, je vous ai mis juste un exemple là, les 2 dernières années, ces journaux scientifiques parlent de plus en plus de microbiote et de probiotiques et de fermentation. C'est-à-dire que le sujet, même dans les communautés expertes, c'est-à-dire les chercheurs comme nous, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est de plus en plus présenté, exposé, analysé, etc. Et les journaux les plus élevés d'un point de vue prestige scientifique en parlent aussi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un sujet dont on parle aussi au quotidien, c'est-à-dire que même si vous lisez, je ne sais pas, même le Canard enchaîné ou on va dire Le Monde, etc. On va parler du pouvoir du microbiote, on va parler du pouvoir des aliments fermentés, on va parler des probiotiques. Donc c'est intéressant de voir que tout ce qu'on appelle les sphères, c'est-à-dire les sphères scientifiques, médicales, mais également la sphère du grand public, en fait aujourd'hui connaît de plus en plus le probiotique et le monde du microbiote. Donc ça, c'est intéressant. Un des succès qu'on a tous, à peu près qu'on connaît tous, c'est ce fameux livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, qui a été publié à peu près aujourd'hui, je dirais, dans une 50aine de langues différentes, qui a été écrit par une jeune femme allemande qui était médecin, enfin qui est toujours médecin, et qui parle justement à la fois du microbiote et à la fois des probiotiques. Donc ça, c'est un point important. Juste un point important, probiotiques, c'est pas juste un enjeu, on va dire, d'industriel, c'est surtout un enjeu avant tout scientifique. Là, si on s'amuse à regarder ce qu'on appelle le poids de la littérature scientifique associée à probiotiques, à peu près par an, il y a à peu près 6000 papiers scientifiques qui sont publiés tous les ans, et en particulier ces 3 dernières années, qui vont parler de probiotiques. Donc, c'est pas un sujet anodin. Si on s'amusait à comparer, je ne sais pas, par exemple, même les papiers antibiotiques, même dans les journaux scientifiques, aujourd'hui, on serait peut-être à peu près à 100 papiers par an. Donc, en fait, il faut avoir en tête que la volumétrie des communautés expertes montre qu'en fait, c'est un vrai sujet d'intérêt au sein des scientifiques. Si on parle un tout petit peu de microbiote intestinal, c'est un peu volontaire parce que c'est difficile de parler de probiotiques sans parler de microbiote. Parce que les deux, de plus en plus, vont ensemble, en particulier dans la façon d'expliquer comment les probiotiques peuvent marcher. Alors la question qu'on se pose tous, parce qu'on va dire qu'on a découvert ce microbiote intestinal scientifiquement depuis une vingtaine d'années, mais évidemment, on a eu beaucoup de convictions et d'intuitions scientifiques, de découverte de cette flore intestinale depuis au moins 200 ans. Et un de ceux qui l'a vraiment remis sur la scène, c'était Metchnikoff, on en parlera tout à l'heure, qui est un des rares prix Nobel français en biologie, même si son nom ne peut ne pas faire évoquer un nom français, et qui a longtemps travaillé, d'ailleurs plus de 30 ans, à l'Institut Pasteur. Je reviendrai tout à l'heure. Donc on ne peut pas vivre sans microbiote intestinal. Très clairement, on a fait plein d'études, et des études assez importantes et qui a démontré ça. On utilisait ce qu'on appelle des souris sans flore intestinale qui vivaient dans un milieu stérile, et on montrait que non seulement elles avaient un système digestif,
c'est-à-dire qui n'étaient absolument pas opérants, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas digérer et surtout, en fait, elles n'avaient pas de maturation du système immunitaire parce que, en fait, le microbiote aide à constituer aussi le système immunitaire parce qu'une partie de votre système immunitaire est dans votre microbiote. Ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est important de comprendre que se loge une bonne partie de la reconnaissance de ce qu'on appelle le soi et le non-soi dans ce microbiote. Et on a également le fait qu'il y a de plus en plus cette connaissance de la conversation entre le microbiote du côlon et le cerveau, le fameux axe cerveau-intestin, dans lequel en fait il y a vraiment aussi tous les mécanismes de régulation, par exemple de l'appétit, et tous les systèmes aussi, ce qu'on appelle la motilité intestinale, qui sont guidés par la présence de ce microbiote vers le cerveau. Donc ça, c'est aussi cette nouvelle connaissance qu'on a depuis une vingtaine d'années. Alors le microbiote, c'est quoi? Donc c'est juste, si on faisait un peu l'analogie avec un gros fermenteur, en particulier celui du côlon, bah, en fait, votre côlon et votre système digestif est rempli de bactéries. Alors, il faut imaginer un gros gradient de bactéries, c'est-à-dire plus vous allez vers votre côlon, c'est-à-dire plus vous descendez vers votre anus, en fait, plus vous allez avoir de bactéries. Donc, en fait, votre côlon, votre gros intestin, lui, est le plus rempli en fait de bactéries, mais également enfin, de micro-organismes et beaucoup de levures aussi, et aussi de virus. Et en fait, quand on va sur la partie haute, c'est la partie estomac, on va trouver aussi des bactéries, mais beaucoup moins. Et on a des gradients en fait entre l'estomac et le côlon, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus concentré et c'est un véritable écosystème. Mais c'est un écosystème vivant, c'est-à-dire ce que vous avez en vous est vivant, c'est pas mort. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction première, qui est une fonction digestive, fait en sorte que tous les aliments que vous allez ingérer, et ben en fait, ce microbiote va vous aider à le digérer, première chose, mais également va vous aider à en tirer en fait une partie de votre source d'énergie. Lui-même va en tirer une source d'énergie pour continuer à être là. Et il va aussi fournir de l'énergie à ce qu'on appelle les colonocytes, c'est-à-dire vos cellules que vous avez dans votre intestin. Donc c'est hyper évidemment primordial d'avoir un microbiote intestinal, non seulement qu'il soit présent, et surtout qu'il soit actif. Donc ça, c'est un point évidemment important et qui fait partie un petit peu de tout le rationnel scientifique qui fait que beaucoup d'experts scientifiques et d'industrie se sont intéressés au développement de la science autour non seulement de la connaissance de ce microbiote, mais également de comment on peut demain développer des probiotiques. Alors, je rappelle juste, hein, grosso modo, on estime que votre côlon, il y a entre 1 à 5 kg de biomasse microbienne. Il y a 100 000 milliards de bactéries. C'est-à-dire qu'il y a plus de bactéries dans votre côlon que d'étoiles dans toute la galaxie. D'accord? Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus aussi de bactéries dans votre côlon que de cellules humaines. Donc, vous êtes finalement, quand on parle d'humanité, c'est intéressant parce que notre humanité, on peut raisonnablement se poser la question en se disant finalement, on est humain, mais on est surtout microbien. Alors, c'est vrai qu'on peut ne pas le deviner, mais sachez que vous êtes avant tout microbien, puisque vous abritez aussi entre 300 à 1000 espèces différentes dans votre côlon. Et encore, c'est la phase qu'on commence à comprendre, et on n'est pas sûr qu'il n'y en a pas beaucoup plus, parce qu'une partie des espèces sont complètement inconnues, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les cultiver, elles n'ont pas de nom. Donc, en fait, on découvre tous les jours ce microbiote. Donc ça, c'est fascinant, et ça fait partie, en fait, de la façon dont on pourrait développer les nouvelles générations de produits nutritionnels qui pourraient avoir un impact sur la santé et également les probiotiques. Alors, je reviens juste les rôles sur le microbiote, un vrai rôle métabolique qui permet de digérer, un rôle de barrière qui permet d'éviter aux agents pathogènes de rentrer dans votre corps, un rôle de défense parce qu'on va éduquer et renforcer le système immunitaire, un rôle de maintenance qui permet de protéger et maturer votre système digestif, et un rôle de communication, on l'a dit tout à l'heure, le fameux axe cerveau-intestin, parce qu'en fait, votre microbiote, quand il mange, entre guillemets, va aussi produire des métabolites qui peuvent communiquer avec de nombreux organes. Donc, il y a non seulement une communication ascendante vers le cerveau, mais il y a aussi des communications avec les autres organes. On a démontré, par exemple, que même sur les poumons, on va retrouver en fait des métabolites circulants qui viennent en fait de votre microbiote. Et c'est pareil quand vous expirez, d'accord? Quand vous inspirez, vous expirez, on a démontré qu'en fait, à peu près 20 à 30 % de l'air expiré par les poumons, en fait, vient du gaz qui est produit par la fermentation, parce que votre corps fermente, votre côlon fermente à cause de toutes ces bactéries. Et en fait, une partie de ces gaz expirés viennent de cette activité biologique. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Mais sachez que quand vous respirez, en fait, vous expirez une partie du gaz
que les bactéries, en fait, elles-mêmes sont en train, enfin fermentent, donc elles expirent ce gaz. Un microbiote, est-ce qu'on sait définir un microbiote aujourd'hui? Alors, on ne sait pas trop définir un microbiote normal. Par contre, ce qu'on sait démontrer, c'est à peu près constitué de ce qu'on appelle une flore dominante, c'est-à-dire à peu près 60% de cette flore va être constituée avec ce qu'on appelle des firmicutes et en fait des bactéroïdétes, d'accord, dans lequel on va trouver les fameux aussi lacto et aussi bifido dans les actinobactéries qui sont à peu près à 10%. Et après, on a des flores sous-dominantes et en particulier des flores dites, par exemple, comme les protéobactéries et des flores en transit. Donc, grosso modo, si on essayait d'expliquer c'est quoi un microbiote, on va dire que vous avez 70% de votre flore qui est une flore dominante et qui va être constituée de bactéries dont vous connaissez sans doute les noms comme certains lactos, certains bifidos, mais également des eubacterium, des bactéroïdetes, etc. Et vous avez aussi des flores en transit, c'est-à-dire qu'en permanence, en fait, vous avez des bactéries qui passent, qui transitent et qui ne sont pas des bactéries qui vont s'installer. Donc, vous avez un cœur installé majeur de bactéries de flore dominante et vous avez des flores en transit. Par contre, il faut aujourd'hui se rendre compte que comme le microbiote est extrêmement changeant parce qu'il est vivant, on n'a pas un profil unique. On a des profils, en fait, on va dire, avec tous ces points communs qu'on a tous, donc des flores dominantes. Par contre, chaque individu a un microbiote différent. C'est-à-dire qu'à même à un moment, on avait imaginé pouvoir définir ce que c'était un microbiote de chaque individu. On avait imaginé faire ce qu'on appelle un espèce de, comme une empreinte digitale du microbiote pour dire, ben voilà, ce microbiote, chacun en a un différent. Donc là, j'essaye désespérément de passer la slide après, mais je ne sais pas pourquoi. Par moment, mon diaporama s'enlève. Donc j'essaye, vous me dites si vous voyez, voilà, c'est ça. Donc en fait, on l'a dit tout à l'heure, en fait, on a un profil généraliste de la flore intestinale avec cette flore dominante, et on a une infinité de normalités, c'est-à-dire que chaque individu a bien un microbiote unique, et on pourrait imaginer cette fameuse carte d'identité génétique unique. Donc ça, quand on a ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire d'un côté, on sait définir un microbiote, on va dire à peu près normal, on sait à peu près dire ce qu'il aura, mais finalement, on sait quasiment mieux définir un microbiote qui n'est pas normal, c'est-à-dire un microbiote dysfonctionnel. Là, je vous ai cité plein d'exemples, on ne va absolument pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en fait, on sait de plus en plus démontrer que de nombreuses maladies sont associées à des microbiotes qui sont en fait complètement désordonnés. C'est-à-dire que l'écosystème est complètement désordonné, vous perdez vos flores dominantes, vous arrivez avec des flores qui deviennent en fait pathogènes, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des signatures aussi spécifiques à certaines maladies. Par exemple, les gens qui ont des diabètes ont des signatures extrêmement simplistes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la diversité microbienne, et des gens aussi obèses, par exemple, on a démontré qu'ils ont vraiment en fait un renversement des flores dominantes, et en fait ils ont en fait des bactéries qui apparaissent beaucoup plus que les autres, et en fait on a vraiment comment dire, des images de cette flore complètement différentes, et ça potentiellement pourrait expliquer en fait un certain nombre de désordres, en particulier de désordres métaboliques. Alors c'est toujours la même question en science, on ne sait pas si le désordre de la flore intestinale c'est une cause ou une conséquence, mais en tout cas scientifiquement c'est une association positive entre une maladie et un état de dysfonctionnement, et ça on sait les démontrer de plus en plus, même dans les cancers. Donc ça, retenez qu'en fait on a vraiment une facilité à démontrer ce que n'est pas un microbiote sain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un microbiote dysfonctionnel, et on sait aussi démontrer ce qu'on appelle les états déséquilibrés, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, un microbiote intestinal qui est déséquilibré, eh ben, en fait, va faire en sorte que vous allez non seulement perdre la diversité bactérienne, c'est-à-dire que vous avez moins en moins d'espèces, vous allez en fait avoir les méchantes entre guillemets bactéries qui arrivent, c'est-à-dire ces fameuses bactéries pathogènes qui vont prendre la place des bonnes bactéries, et vous allez aussi perdre fondamentalement les micro-organismes essentiels, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider à construire votre immunité ou construire, en fait, avoir une très bonne digestion, etc. Donc, très clairement, en fait, vous allez avoir un état déséquilibré. Et on sait que les facteurs qui vont faire qu'on peut avoir un état déséquilibré, cette fameuse dysbiose, sont liés à la fois à l'individu et en particulier
sur des facteurs type des facteurs génétiques et évidemment l'âge, parce que plus on vieillit, plus je reviens tout à l'heure, mais on change de microbiote, les maladies, les blessures et les facteurs environnementaux, évidemment, les médicaments. L'abus de médicaments fait que votre microbiote va changer énormément. La pollution de l'air, on a montré scientifiquement avec des études que plus vous êtes dans des endroits pollués, plus vos microbiotes, en fait, eh ben, on voit une image de déséquilibre majeur. Évidemment, les modes de vie, les gens qui fument, l'alcool, ce qu'on appelle les alimentations, le western diet, c'est-à-dire les alimentations des pays, on voit enfin, pays développés en particulier, bah, évidemment, les boissons gazeuses, les sodas, les boissons sucrées, on va dire beaucoup de viande, etc., fait qu'en fait, évidemment, on perturbe nos microbiotes et le stress, très clairement. Évidemment, le stress est un facteur majeur de changement. Ce qui est aussi hyper important, c'est que le microbiote, très clairement, c'est votre compagnon de vie. C'est-à-dire que votre microbiote, il grandit avec vous, il vieillit avec vous et il naît avec vous. Donc les premières années de la vie, en particulier ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, vous naissez quasiment stérile, d'accord? Les premiers jours de la vie, on sait à peu près que votre tube digestif, il n'y a rien dedans, d'accord? Mais par contre, très rapidement, au bout de 24 heures, vous êtes colonisé, à la fois grâce aux microbes de votre mère, mais aussi évidemment grâce à tous les microbes qui sont dans la salle d'accouchement qui vont faire que vous colonisez. Et mieux vous colonisez, mieux c'est parce que vous allez en fait non seulement développer vos systèmes digestifs les premiers mois de la vie, mais également toute votre immunité. On l'a dit, c'est hyper important. Et en fait, à la naissance, les facteurs majeurs qui vont influencer l'installation de ce microbiote, ça va être évidemment le mode d'allaitement, est-ce que votre mère, est-ce qu'elle vous allaite ou pas? Le mode d'accouchement, la césarienne, on le sait, a un impact non négligeable sur l'installation des microbiotes et la génétique, évidemment, de vos parents et en particulier, de vos parents, de votre maman qui peut jouer pas mal de rôle aussi dans l'installation. L'âge adulte, évidemment, on le sait, normalement, on a un microbiote assez stable. Alors évidemment qui peut bouger en fonction de votre mode de vie, l'activité spécifique, mais on considère qu'à peu près 80% de votre microbiote est relativement stable. Ce qui va beaucoup bouger, c'est évidemment avec les médicaments, le mode d'alimentation, les voyages aussi, ils sont hyper perturbants, et évidemment, on l'a dit, le stress. Par contre, il y a quelque chose d'essentiel, c'est quand vous vieillissez, en fait, très clairement, votre microbiote, il est en déclin. Vous êtes en déclin, très clairement. Vous voyez hein, sur votre santé musculaire, les santé osseuses, etc. Mais votre microbiote aussi, parce que vous perdez vos bactéries. En fait, c'est comme si en fait l'écosystème au fur et à mesure descend. Et on l'a démontré en fait dans des gens même qui vont qui vont être soit proches de la mort dans des états palliatifs, par exemple en accompagnement palliatif, dans les soins. On a démontré en fait que les microbiotes ont un espèce de lessivage et on perd de plus en plus de bactéries plus on vieillit. Et en fait, tous les enjeux aussi aujourd'hui, quand on fait de la recherche, mais également quand on travaille comme un industriel, c'est d'essayer de comprendre comment on pourrait en fait maintenir de façon beaucoup plus efficace les microbiotes quand on vieillit. Ça, c'est un point de développement et un point d'étude et vraiment très développé ces 10 dernières années qu'on a vu apparaître dans les sphères scientifiques, les sphères médicales, mais évidemment dans les compagnies industrielles. Je me bats toujours avec mon diaporama, désolée. Donc je vous l'ai dit, effectivement, là, je vous parlais de microbiote et de stabilité et d'instabilité. Et là, on va essayer voilà, de dire, on a beaucoup parlé du côlon. Je voudrais juste, avant de passer sur probiotique, vous rappeler, en fait, il y a du microbiote, évidemment des bactéries dans votre côlon, mais des bactéries, vous en avez partout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on développe aujourd'hui même la connaissance autour des effets santé de boissons fermentées, de probiotiques, etc., on va aussi s'intéresser sur en fait les flores qu'on a dans le nez, les flores qu'on a dans la bouche, toute la partie aussi respiratoire, parce qu'on sait que dans les poumons, il y a aussi des bactéries, et évidemment aussi sur la peau. En fait, sans doute en tant que consommateur, vous commencez à voir apparaître des marques de cosmétiques qui disent tiens, je prends soin de ton microbiome cutané, etc. On le voit de plus en plus hein, en France. Il y a au moins une dizaine de marques qui se sont installées en parapharmacie. Et un point essentiel aussi, la découverte qui est relativement récente, qui date de 2010, on va dire 2010, en fait, la flore vaginale en fait est extrêmement aussi, qui est très clairement aussi composée en fait de ce microbiote vaginal et qui joue un rôle essentiel, je dirais, dans la protection de la santé de la femme et en particulier contre les infections. Donc, je reviendrai un petit peu tout à l'heure parce que je vous parlerai de santé féminine.
Juste un point hyper important, on parle beaucoup de projets, là, on parle effectivement de kéfir. Je voudrais juste vous parler de French Gut. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle un projet scientifique qui est fait par le citoyen, ce qu'on appelle les Citizen Science Project. En fait, l'idée, c'est de dire, en fait, chaque Français peut aider la science à avancer. Donc ce projet a été lancé il y a 2 ans avec l'INRA et quelques industriels qui sont vraiment, en fait, engagés dans la recherche scientifique sur le microbiote. Donc vous voyez, en fait, évidemment l'allemand, on parle aujourd'hui, mais évidemment des compagnies comme, Danone, Biocodex, l'Institut Pasteur aussi est dedans, Iosis by le SAFRE et cetera. Donc on est un certain nombre de scientifiques, soit industriels, mais également des scientifiques dans l'INRA, pour dire qu'en fait, on veut modéliser et comprendre 100 000 Français. Ça veut dire qu'en fait, on fait un appel aux dons de caca pour comprendre en fait l'impact non seulement du mode de vie, parce que vous allez avoir plein de questionnaires pour comprendre comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous prenez des médicaments, vos habitudes de vie, comprendre aussi, en fait, si vous avez un historique de maladie, et cetera. On fait des analyses de votre flore, donc on va alors j'ai vu que Virginie, ouais, effectivement commente. Elle a dit: «J'ai fait ce don». Alors c'est génial parce que justement dans 2 jours, on a une grosse réunion avec, toutes les parties prenantes du projet et on commence à avancer sur l'association entre les questionnaires de vie et en fait l'exploration des flores et en fait l'objectif c'est 100 000 Français, donc 100 000 métagénomes microbiens du côlon et en fait, aujourd'hui, on en a à peu près à 10 000. Donc, en fait, je vous incite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et j'ai vu qu'il y avait une certaine Virginie qui a dit qu'il l'avait donné, mais allez-y parce que c'est complètement indolore. Vous donnez juste votre sel et en fait, nous, on va les analyser et ça va nous permettre en fait de faire avancer la science. Donc, c'est un projet majeur et ça sera une des premières dans le monde d'avoir autant d'informations scientifiques associées premièrement à l'état des lieux de la flore intestinale, de qu'est-ce qu'il y a dedans, mais également aussi de comprendre vos habitudes de vie, votre santé, si en fait vous êtes en bonne santé, etc. Et ça va nous permettre d'apparier. Un point important, j'en parle là parce que c'est un sujet d'intérêt, il y a un gros questionnaire d'alimentation et dans lequel en fait on a détaillé toutes les questions associées à ce que vous consommez des boissons fermentées, du kombucha, du kéfir, des yaourts, etc. pour comprendre aussi dans une série à peu près d'une vingtaine de questions si est-ce que les aliments fermentés ont une influence ultra positive sur le microbiote. Alors je dis ultra positive parce que c'est mon métier, donc je pense et je suis assez convaincue que ça va être le cas. Mais en fait, on a vraiment détaillé de façon, je pense, on va dire la plus importante aujourd'hui dans ces fameux questionnaires nutritionnels. Si en fait, en consommant des produits fermentés, on va associer des microbiotes qui ont l'air un peu plus stables, plus équilibrés, plus diverses que les autres. Donc c'est un peu un des objectifs qu'on peut avoir quand on est des industriels de la fermentation pour comprendre finalement est-ce que c'est une réalité que quand on consomme des produits fermentés, en fait, c'est lisible non seulement sur notre état de santé, mais c'est également lisible sur notre côlon parce que c'est un des objectifs d'études et on sait, en fait, ce projet s'inscrit dans un projet mondial qui s'appelle le projet 1 million métagénomes. Et donc en France, ça sera 100 000. Donc il y a un projet comme ça au Québec, donc il y aura 100 000 Québécois. Il y a un projet comme ça en Chine, où il y aura aussi 100 000 Chinois. Et voilà, donc il y a plusieurs projets par le monde. Donc l'objectif à terme de tous les scientifiques qui s'intéressent dans le monde sur le sujet, c'est d'avoir 1 million de données associées à ce microbiote et à l'état général de la santé. Alors, probiotique, c'est pas qu'un terme marketing. Honnêtement, je sens que des fois les gens me disent ah mais probiotique c'est Danone, c'est pas du tout. En fait, probiotique c'est très long. En fait, l'histoire des probiotiques démarre. On pourrait même citer, on va dire dans les temps, je dirais romains. On va se contenter de démarrer un peu en Italie au XIVe siècle, où en fait on va commencer à parler de biologie et de micro-organismes. Et en fait, à ce moment-là, on a déjà on est déjà convaincu que le corps humain contient des bactéries. Et donc ça, c'est important parce que finalement, on ne les voit pas. On n'a pas de microscope. Il faut attendre plutôt, on va dire, l'invention du microscope qui va apparaître quand même à peu près 100 ans plus tard, mais on sent que déjà il y a des intuitions scientifiques, on voit des choses, enfin on imagine qu'on a des bactéries à l'intérieur du soi. 16e siècle, en fait, on a en fait un scientifique allemand qui s'appelle Kircher qui a commencé à voir que ouais, il y a des choses en fait dans des malades, en fait dans des morts, etc. Il y a aussi peut-être des bactéries.
qui peuvent expliquer certaines maladies. Donc, on a déjà une hypothèse que dans certains cas, on a aussi des maladies qui seraient liées aussi à des états détériorés, c'est-à-dire soit les flores intestinales détériorées, mais aussi des micro-organismes qui peuvent en fait expliquer certaines maladies. Je ne vous reparle pas de Pasteur, tout le monde connaît Pasteur. On a parlé un peu de Metchnikov, mais je m'attarde un peu sur Metchnikov parce que c'est le premier qui a fait l'hypothèse que les gens qui mangeaient des yaourts dans les pays bulgares, en fait en Bulgarie en particulier, qui mangeaient ce fameux yaourt bulgare, en fait, il y avait beaucoup plus de centenaires en Bulgarie que dans le reste de l'Europe à l'époque. Et il avait fait l'hypothèse en fait que c'était lié à la consommation de ce lait fermenté qui est un yaourt et surtout à la présence de ces fameuses 2 bactéries qui est la symbiose du yaourt. Et il s'est dit finalement, ce yaourt en fait participe finalement à l'écologie microbienne intestinale et à la bonne santé du côlon. Et donc, en fait, il a écrit ce fameux livre en 1907 qui s'appelle La prolongation de la vie, l'extension de la vie, paru en 1907. Et en 1908, il a eu le prix Nobel sur ses travaux. Donc, c'est le premier à avoir fait l'hypothèse que consommer des produits fermentés permettait en fait non seulement d'alimenter votre flore intestinale et finalement de bien vieillir, ce côté bien vieillir qu'on entend aujourd'hui, tout le monde en parle du bien vieillir, mais en fait, lui, il en parlait déjà en 1907. Donc, il avait eu le prix Nobel pour ça. La dernière personne que je veux mentionner, c'est Tomotori Mitsuoka, qui a vraiment discuté, enfin qui a vraiment aussi a été le premier à faire l'hypothèse très clairement de ce qu'on appelle tous les mécanismes de l'écosystème de la flore intestinale, c'est-à-dire de donner une dimension un peu écologique à cette flore que vous abritez en vous, et de dire que finalement, on pourrait, en rééquilibrant les flores, avoir des effets bénéfiques, et en particulier qui pourraient arriver par des probiotiques. Comme dans tous éléments, dans toute la science, à un moment, il faut une définition. Et la définition officielle des probiotiques n'est arrivée qu'assez tardivement, mais elle est arrivée en 2001 par l'OMS. Et la définition officielle, telle qu'elle est toujours inchangée parce qu'elle a été faite par l'OMS, donc ça reste la définition la plus simple du monde, mais surtout la plus, on va dire, précise aujourd'hui, ce sont des micro-organismes vivants, j'insiste sur le côté vivant, qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice santé pour l'homme. Donc c'est intéressant de dire qu'ils doivent être administrés en quantité adéquate, donc il faut les trouver dans les bonnes doses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 000 milliards de bactéries dans votre côlon, il est évident que pour un probiotique, pour qu'il agisse, si vous en avez un, il ne va pas beaucoup agir parce que l'interaction entre cette bactérie et tout le reste, évidemment, il faut qu'il y en ait beaucoup. Je voudrais juste revenir là, 2 minutes, où est-ce qu'on trouve des probiotiques aujourd'hui? Bah, évidemment, on en trouve dans les produits laitiers, on peut en trouver dans la levure de bière, on en trouve dans les légumes, on en trouve dans les boissons fermentées, on en trouve dans le kimchi, etc. On en trouve partout. Par contre, je ne vais pas rappeler là-dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure, pour dire qu'en fait, ils ont un effet, il faut les décrire, en fait, ces effets, d'accord? Il faut démontrer, en fait, qu'ils peuvent avoir un effet générique, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont agir, par exemple, sur la bonne santé intestinale, la bonne digestion, ou des effets spécifiques, est-ce qu'ils vont vous aider en cas, par exemple, d'infection à Helicobacter pylori, qui est ce fameux, en fait, ce fameux pathogène que vous pouvez avoir dans l'estomac. Donc, en fait, tout le monde de la science autour des probiotiques doit en permanence non seulement faire des études pour comprendre si les effets sont avérés, c'est-à-dire des études cliniques pour démontrer en fait que ça fonctionne, et également en fait vont essayer de comprendre si les effets sont des effets qu'on va observer sur tous les bactéries de la même espèce ou si c'est des effets ultra spécifiques, d'accord? Je prends un exemple, le yaourt fermenté. Aujourd'hui, l'Europe a reconnu que manger un yaourt fermenté qui contiendrait 10 puissance 8 de bactéries, c'est-à-dire en fait plus de 100 millions de bactéries, donc le lacto et le strepto qui sont la symbiose du yaourt, en fait a reconnu que cet aliment-là, cet aliment fermenté, s'il contient bien ces bactéries à 10 puissance 8, en fait peut avoir un effet positif sur les gens qui ont du mal à digérer le lactose. Ça a été reconnu et validé par l'Europe. Donc là, on est sur un effet généraliste, c'est-à-dire on est sur un effet sur toutes les souches qui correspondent à la description de la symbiose, c'est-à-dire un strepto et un lacto, qui soient vendus par Yoplait, Danone, Yakult, enfin peu importe, en fait, auront cet effet. Par contre, un effet spécifique, par exemple, une souche, par exemple, qui va améliorer votre confort digestif, ben là, on est sur un effet spécifique parce que toutes les souches des bifidobactérium, par exemple, n'auront pas le même impact. Donc, vous comprenez que quand nous, on est scientifique, qu'on soit dans un monde universitaire académique ou dans un monde industriel, l'enjeu, c'est d'étudier les effets. Donc, quand on est, par exemple, nous,
et moi, en l'occurrence, en train de gérer un service de recherche dans une entreprise. Donc on l'a dit tout à l'heure au sein de la solution santé, l'équipe de recherche, c'est à peu près 43 personnes. En fait, on a des plateformes cliniques, précliniques qui permettent en permanence d'étudier les probiotiques, donc ces fameuses souches pour la santé, ces micro-organismes, donc bactéries et ou levures, en fait, avec des enjeux, de dire comment j'explique, je caractérise, j'isole ces souches, comment j'explique comment elles agissent et comment je peux démontrer dans une étude clinique comment elles vont agir sur l'homme. Donc c'est hyper important. Donc tous les scientifiques dans des services en fait publics et ou privés comme le nôtre, en fait en permanence, on doit mener sur les probiotiques des études cliniques. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai plus de 25 études cliniques en cours sur les probiotiques dans plus de 10 pays dans le monde entier. Je ne les fais pas qu'en Europe, j'en fais au Canada, j'en fais en Australie, j'en fais en Chine, etc. Ça veut dire que j'ai aujourd'hui plus de 3000 personnes, comme vous et moi, qui sont incluses dans des études cliniques dans lesquelles, en fait, j'essaye de comprendre, par exemple sur santé féminine, est-ce que ce probiotique qu'on a identifié, isolé et travaillé depuis 5 ans peut avoir un impact sur la réduction, par exemple, de l'infection bactérienne récurrente chez les femmes. Donc, en fait, en permanence, le monde scientifique et le monde industriel, quand on est chercheur, c'est de faire effectivement de la recherche sur comment on va démontrer ces effets bénéfiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, et pas que nous, tous les ans, à peu près plus de 300 études cliniques sont recensées autour des probiotiques par l'Organisation mondiale de la santé. Et on montre en fait que la plupart des études vont être sur le confort digestif. En priorité, sont plus de 25% des études répertoriées, par exemple, dans l'année 2022, vont concerner la santé en fait digestive, ce qu'on appelle le gut health, d'accord, la santé du côlon. Donc elles vont suivre la digestion, la perméabilité intestinale. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 25% de 300 études. Donc c'est à peu près un peu plus de 75 études qui sont en train d'utiliser ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez en tout cas voilà, beaucoup d'études cliniques qui sont référencées et qui sont étudiées. Donc, on l'a dit, beaucoup sphère gastro-intestinale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voudrais juste rappeler qu'un des endroits, ce qu'on appelle une aire thérapeutique dans lesquelles les probiotiques ont été les plus étudiés, c'est sur la réduction des diarrhées associées aux antibiotiques. Parce que, on le sait tous, vous l'avez sans doute vécu, qu'aujourd'hui, quand vous prenez des antibiotiques, vous altérez votre microbiote. Vous avez évidemment un bénéfice parce que vous allez en fait réduire par exemple la charge bactérienne pour laquelle on vous a donné l'antibiotique. Par contre, malheureusement, l'antibiotique, il n'est pas ultra spécifique. Donc en fait, il va décimer votre flore, d'accord? Et en décimant votre flore, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire que vous aviez plein de bactéries différentes. En fait, vous allez faire un lessivage majeur et vous allez non seulement en fait avoir ce lessivage, donc vous perdez vos bactéries, et en plus vous allez modifier les fonctions métaboliques du microbiote. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à absorber, donc vous allez avoir ce qu'on appelle un déséquilibre osmotique qui va expliquer en fait ces diarrhées. Donc le fait que ça soit extrêmement liquide, c'est lié au fait que vous déséquilibrez complètement l'équilibre hydrique de votre corps. Donc, vous avez ces diarrhées. Aujourd'hui, on sait que entre 5 à 40% des gens qui prennent des antibiotiques, ils vont avoir en fait des diarrhées associées aux antibiotiques. Donc, il est évident que l'aire thérapeutique la plus étudiée est de trouver des probiotiques qui peuvent nous aider à éviter ces diarrhées. Alors, ça tombe bien, il y a plus de, on va dire aujourd'hui, là, je vous donne un exemple, plus de 26 études cliniques qui ont été faites pour accompagner, pour comprendre si les diarrhées à Clostridium difficile, c'est-à-dire on a utilisé des antibiotiques et on a ce fameux pathogène qui se sont installés, ont démontré systématiquement que la prise de probiotiques est associée à une réduction significative de l'apparition des diarrhées par une infection de Clostridium difficile. Et ça, c'est un bénéfice reconnu à la fois en Europe, aux États-Unis. En fait, c'est un des bénéfices les plus reconnus. Je pourrais faire plein d'autres exemples. Celui que vous connaissez bien, c'est la boulardie. Vous êtes des utilisateurs, c'est quasiment sur d'ultra-levure par exemple, mais également d'autres compléments alimentaires à base de levure. Aujourd'hui, cette levure a été étudiée dans plus de 100 études pharmacologiques, avec plus de 100 études aussi cliniques, et il y a eu plus de 300 publications sur le sujet, et très clairement qui montrent qu'en fait l'utilisation de cette fameuse boulardie montre qu'en fait on réduit le risque d'apparition de ces diarrhées et permet aussi d'éviter aussi des infections à ces fameux pathogènes. Donc ça, c'est important. Donc il y a plein d'autres bénéfices santé, on pourrait en parler, je pourrais en parler des heures. Je voudrais juste rappeler un point majeur, c'est que les probiotiques ont fait une apparition
très importante sur la partie, en fait, santé féminine depuis à peu près, on va dire une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que comme on a découvert ce microbiote vaginal et surtout ce rôle majeur qu'il joue, on a très clairement vu que l'utilisation de probiotiques permettrait d'éviter des vaginoses bactériennes, mais aussi des candidoses vaginales et des infections urinaires. Donc je pourrais en parler, longtemps. Je voudrais juste faire ça avant de passer à la conclusion. Ça me tient à cœur, c'est la seule d'IA en anglais parce que c'est un document officiel de l'AUDA. C'est juste de rappeler que la santé féminine est un vrai parent pauvre dans la santé clinique parce que pendant des années, les femmes n'étaient pas incluses dans des études cliniques, c'est-à-dire qu'on développait des solutions, des médicaments, etc., sans utiliser des femmes dans les études cliniques. Et il a fallu attendre en fait 1993 pour que le Congrès américain dise qu'en fait, il faut inclure des femmes et des minorités dans les études cliniques. Avant 1993, il y avait 0 femme. Et en fait, on a dû attendre 2018 pour qu'on donne l'autorisation d'inclure des femmes enceintes dans les cohortes pour bien comprendre l'intérêt, par exemple, d'utiliser des probiotiques au cours de la grossesse. Ça tombe bien, nous, on a fait une grosse étude clinique sur la grossesse et sur l'utilisation des probiotiques et on a démontré de façon majeure très récemment l'intérêt et le bénéfice ultra positif de ces probiotiques au cours du 3e trimestre de la grossesse. J'aurais pu en parler, mais j'aurais pas le temps. Mais en tout cas, sachez que très clairement, on l'a démontré, ça va être publié, on pourra en parler, on pourra mettre le lien de la publication. Donc, l'avenir des probiotiques, je vais finir là-dessus. À quoi s'attendre? Très clairement, de plus en plus de démonstration des effets sur la santé. On le voit, santé métabolique, l'obésité, de plus en plus d'études cliniques sur la réduction du risque de développer des diabètes, par exemple de type 2 en particulier. On a vraiment des nouveaux domaines thérapeutiques qui émergent. On a vu aussi de plus en plus beaucoup d'études cliniques sur la neurodégénération, sur les maladies de Parkinson et Alzheimer. Et aussi, alors évidemment, vous connaissez tous, si vous faites du kéfir, si vous faites du kombucha, etc., nos bonnes vieilles bactéries lactiques, donc en particulier les bifidobactéries, les lactobacilles, qui sont majoritairement la plupart des probiotiques en fait qu'on a sur les marchés. Mais de plus en plus, on a ce qu'on appelle les nouveaux genres, les nouvelles espèces, les nouvelles générations de probiotiques. Et en fait, c'est des bactéries qui viennent en fait ni plus ni moins de votre flore intestinale, qui sont isolées et qui sont isolées quand on arrive à démontrer que par exemple, les gens obèses, on a démontré qu'ils avaient perdu cette fameuse Akkermansia. Et cette bactérie, c'est celle qui mange, qui se nourrit, qui prolifère grâce à vos mucus que vous avez en fait dans votre côlon. Et en fait, on sait que par exemple, les obèses vont perdre en fait les barrières intestinales, vont perdre ce mucus, donc vont perdre ces bactéries. Et ces bactéries participent à l'équilibre métabolique. Donc en fait, j'ai essayé de vous démontrer là que plus on connaîtra aussi la flore microbienne dans votre côlon, par exemple, et également le bénéfice de ces bactéries-là, plus on saura développer les bons probiotiques. Et c'est vraiment je dirais, le point majeur où il y a eu une vraie un point d'inflexion, pardon, dans la recherche scientifique des 15 dernières années grâce à l'explosion de cette connaissance sur la flore intestinale, le bénéfice des aliments fermentés et le bénéfice des probiotiques. Voilà, j'ai essayé de tenir 40 minutes. Je suis désolée, je pense que j'étais un peu vite. J'ai dit plein de choses. J'espère que j'ai été assez claire. Mais je suis disponible si vous avez des questions. En tout cas, effectivement, bravo pour le timing bien tenu. Oui, il y a forcément des passages que tu as dû zapper, mais ça, c'est pas très grave. On va pouvoir rebondir justement sur les questions. Il y en a une déjà qui était à propos du lavage du côlon. Effectivement, alors lavage du côlon, je rappelle quand même qu'il y a il y a l'option externe avec une poire, effectivement. Et puis sinon, de manière plus drastique, il y a quand même, quand on subit une coloscopie, on a une vidange drastique du côlon. Effectivement, ça se passe comment derrière il y a un repeuplement qui se fait de quelle manière? Alors, il y a un repeuplement qui va se faire naturellement parce que tu lessives pas complètement, c'est-à-dire que tu fais pas disparaître toutes tes bactéries. Et très naturellement, en fait, si vous mangez des aliments fermentés, vous allez repeupler assez vite aussi. Et en fait, et la beauté est faite aussi, c'est que quand vous lessivez vos flores, vous avez toujours une partie de la flore qui est attachée. Donc en fait, vous avez les flores de circulation et les flores attachées. Donc normalement, quand vous lessivez, en particulier dans les lavages, dans cette fameuse solution, en fait, toutes les flores attachées, donc les flores dites, mucosales, en fait, sont attachées et celles-là ne disparaissent pas, donc elles vont permettre de repeupler, en fait, en permanence. Donc il est évident que ce qu'on essaye tous de dire, c'est que quand vous faites ce geste de coloscopie, en fait, ça serait bien que les lendemains, les jours d'après, vous mangez vivant.
mangez des produits fermentés, vous prenez des probiotiques, etc., parce que vous recolonisez de façon très rapide. Ok. Alors voilà, tac, bah, tu dois voir les questions en même temps que moi, du coup, si tu es sur le chat. Mais donc, existe-t-il, enfin, je les répète pour ceux qui n'ont pas le chat sous les yeux, existe-t-il des probiotiques qui, pris avant et pendant le séjour, permettent d'être moins sensibles à la tourista? Ah, voilà Oui, une question bien pratique, Bonne oui. question. alors en fait, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure, là, les probiotiques, sur tout ce qui est diarrhée, même les diarrhées associées aux antibiotiques, parce que finalement, une partie de l'étiologie de la diarrhée est assez proche de l'étiologie aussi infectieuse. Donc en fait, je dirais la plupart des probiotiques qui sont vendus dans le commerce, en pharmacie, sur tout ce qui va être diarrhée, en fait, on peut les prendre en préventif. Donc il y a à la fois des levures et des bactéries. Vous allez en pharmacie, vous en avez plein, hein, vous avez des marques. Bon, non, je sais pas de citer des marques, mais vous en avez plein. Prenez une qui explique en fait que ça évite les diarrhées associées soit au voyage. Il y en a, je pense qu'il y a même des probiotiques aujourd'hui vendus en pharmacie qui écrivent très clairement Traveler Diarrhea, la diarrhée du voyageur en fait. Et d'ailleurs, ces diarrhées du voyageur, elles sont dues à quoi? Euh, Alors, modification, des fois juste on le voit, hein, du régime alimentaire, par ouais, exemple. Et après, le fait que, on le sait, par exemple, quand vous mangez super épicé aussi dans certains pays, par exemple, on sait en fait que le fait de manger très épicé va faire aussi que vous allez aussi modifier vraiment les équilibres de flore et vous perdez par moment vos flores un peu, je dirais, les bonnes flores et vous allez installer les mauvaises flores, les fameuses, parce que le fameux Clostridium difficile, vous l'avez, tout le monde l'a. Et en fait, quand vous perdez la bonne flore, lui, il devient opportuniste. En fait, tout le problème, c'est de l'histoire ouais. opportunité, équilibre. En fait, plus vous êtes déséquilibré, plus les mauvais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opportunistes, les pathogènes que vous avez en permanence, eh ben, ils deviennent en fait dominants en quelque sorte. Et eux, ils sont pas, voilà, ils vont vous donner ces fameux symptômes d'irrégularité intestinale, évidemment de diarrhée, parce qu'ils vont en fait faire que vous avez ce qu'on appelle des barrières qui sont plus très étanches en fait. Toujours le problème des écosystèmes, effectivement. Ouais. Euh, une autre question sur leur très générique sur est-ce que tu peux rappeler à tout le monde la différence entre pré et probiotique? Alors, grosso modo, les prébiotiques, c'est les fibres. Donc, en fait, les prébiotiques, c'est en gros ce qui donne à manger en fait à votre flore intestinale. C'est la chicorée. Le meilleur exemple du prébiotique le plus connu, en fait, c'est la chicorée. En fait, donc c'est les endives, en fait. Donc ça contient beaucoup de fibres. Et ça, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Donc, en fait, ça, c'est en quelque sorte, c'est l'engrais en fait de votre flore intestinale. Donc, plus vous mangez des fibres, mieux c'est parce que ça va vous emmener en fait la capacité d'avoir des bactéries. Et les probiotiques, en fait, c'est intéressant parce que c'est un dialogue de bactérie à bactérie qui va se faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, par exemple, quand vous prenez beaucoup de bifidobactéries, ces fameuses bifidobactéries dont on parle parce qu'elles s'installent quand vous êtes enfant, en fait, elles ont un intérêt, c'est ces bactéries qui font beaucoup d'acétate. On peut en parler en fermentation. L'acétate, c'est cette odeur-là, vous connaissez un peu de vinaigre, etc. Mais cet acétate, pardon, dans votre côlon, il est majeur parce que c'est un précurseur des acides gras à chaîne courte, d'accord? Et les acides gras à chaîne courte, c'est le carburant, non seulement du microbiote, et après, c'est le carburant des colonocytes. Donc, plus vous amenez des métabolites par des bactéries et par les bifidobactéries, plus en fait vous allez en fait donner de l'énergie d'abord à vos microbiotes et après en fait à vos cellules en fait de l'intestin. Donc en fait c'est vraiment les probiotiques sont plutôt là pour en fait c'est la nourriture à vos bactéries du microbiote et les probiotiques c'est en fait ce dialogue qui va se mettre en place entre les bactéries parce que quand vous prenez des bifidos ben, ils vont faire que vous allez favoriser aussi les bifidos. Donc c'est un dialogue bifido à bifido. C'est ce qu'on appelle un mécanisme. Alors c'est en anglais c'est la cross-fertilisation, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez ces bactéries-là, bah, ils vont continuer à faire que vous aurez bien des bifidos. Il permet de maintenir le niveau des bifidos. Ok. Beaucoup de questions sur les probiotiques, justement, cette fois-ci. Donc, il y a trois questions là déjà sur l'aspect probiotique. Déjà, est-ce qu'on sait dans quelle proportion ils arrivent à passer la fameuse barrière stomacale avec un pH qui est quand même voilà, qui doit quand même en tuer quelques-unes? Deuxièmement, un point de détail sur à partir de quel moment tu as dit qu'il chutait quand on vieillissait. Est-ce que il y a un ordre de grandeur sur à partir de quel moment on sait que ça, effectivement, que notre microbiote enfin que le probiotique vont chuter? Et troisième question sur les probiotiques encore, est-ce qu'il y en a qui sont reconnus justement pour limiter les flatulences?
Alors, première question. Alors, en fait, on aurait pu en parler quand on est industriel. En fait, l'objectif, c'est de développer des probiotiques qui vont passer les barrières, d'accord? En particulier la barrière estomacale. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, on sait qu'une partie peuvent être effectivement, enfin, vont mourir à cause de l'acidité. Alors, ça tombe bien parce que une bonne partie des probiotiques qu'on peut ingérer soit par des boissons fermentées, soit par des yaourts, soit en complément alimentaire, ils sont formulés en quelque sorte pour être protégés. En particulier quand on fait du complément alimentaire, on formule pour que quand vous passez la première barrière, la barrière estomac, mais aussi la barrière de la bouche, en fait, vous résistiez. Donc en fait, l'enjeu de l'industriel, du développeur du complément alimentaire et même du développeur de yaourt, je rappelle même chez Danone, c'était ça, c'était pour avoir les bonnes bactéries qui passent, c'est aussi d'être sûr que vous passez ces barrières. Donc vous, d'une façon intéressante, l'industriel va sélectionner les bactéries les plus résistantes, d'accord? Donc les bifidos aujourd'hui que vous pouvez trouver, ou les streptos ou les lactos que vous allez trouver dans des enfin dans des yaourts, pardon, ce sont des bactéries qui ont été isolées non seulement pour des intérêts de fonctionnalité, c'est-à-dire elles vont avoir des effets ou technologiques parce qu'elles vont bien fermenter, mais aussi elles résistent bien. C'est-à-dire qu'elles sont, on va sélectionner les bactéries qui vont le mieux résister, le plus stable, etc. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est à partir de quand on vieillit? Alors ça, c'est une vraie question. Alors, aujourd'hui, l'OMS commence à dire que le bien vieillir s'observe à partir de 50 ans. D'accord? Pourquoi 50 ans? Parce qu'on considère qu'à 50 ans, il y a déjà des gens malades. Donc, si à 50 ans, vous êtes en bonne santé, on va décrire ce qu'on appelle la courbe de vie de bien vieillir. Donc, les questionnaires de vie qui s'adressent à comment je vieillis bien, c'est à partir de 50. Donc, moi, personnellement, je suis dans cette partie-là. Mais par contre, en fait, on peut démontrer que, par exemple, la perte des microbiotes, elle est très dépendante des individus. Par exemple, les fameux centenaires. Donc là, on a fait des études, par exemple, sur l'île d'Okinawa, en fait, avec des centenaires japonais. Ils ont une flore hyper diverse. D'accord? Donc, c'est un parfait exemple que, évidemment, quand on vieillit, on peut perdre sa flore, mais si on en prend soin, c'est-à-dire en ayant une bonne hygiène de vie, en mangeant équilibré, en mangeant divers, etc., on peut la maintenir et en prenant aussi ce qu'on appelle le manger vivant. Le manger vivant, il est hyper intéressant. On a démontré que quand on mange vivant, c'est-à-dire des aliments fermentés, des probiotiques, des yaourts, etc., on maintient en fait ces flores. Et j'insiste sur le côté manger vivant parce qu'on a comparé, même si on prend les recommandations nutritionnelles américaines, on regarde le profil type de l'alimentation, on va être sur ce qu'on appelle un plateau repas qui va peut-être même pas contenir, on va dire 10 000 bactéries au gramme, d'accord? Par contre, si on prend des recommandations nutritionnelles où on commence à mettre des yaourts, des produits fermentés, on peut commencer à avoir en fait des plateaux repas qui vont avoir 100 000, 1 million de bactéries. Et en fait, ça, c'est l'intérêt. En fait, dès que vous allez commencer à mettre même des olives fermentées, de la choucroute, etc., des compléments alimentaires, du yaourt, etc., vous allez en fait manger vivant. Et nous, on fait partie, en fait, dans les assos dans lesquels, en fait, on travaille d'un point de vue international, on pousse l'idée qu'il faut manger vivant. Et c'est un peu tout le rationnel de ce côté complément alimentaire, etc. Et ta dernière question, pardon, contre les flatulences, alors on a vu des probiotiques en fait, on sait que le côté un peu des fois dommageable, c'est qu'on sait que des fibres peuvent donner beaucoup de flatulences. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez fermenter, d'accord? Et on l'a dit tout à l'heure, l'analogie du réacteur qu'on a dans le ventre, c'est-à-dire que vous allez fermenter, donc vous sortez du gaz. Et en fait, on a su démontrer en fait qu'il y a des probiotiques qui vont réduire en fait justement ce côté en fait induit par le prébiotique, c'est-à-dire celui qui va donner des gaz. On sait que les probiotiques peuvent en fait en quelque sorte limiter les flatulences parce qu'ils vont en fait non seulement éviter que les populations gazogènes prennent le dessus, et ils peuvent aussi dans certains cas en fait réabsorber dans des cycles en fait les gaz en fait. Donc il y a une espèce de réutilisation. On sait, hein, il y a des bactéries qui respirent les gaz. Par exemple, on a des bactéries qui se nourrissent d'ammoniac qui sort en fait qui sort. Alors je vois tous les commentaires en même temps, donc j'ai été perturbée. Mais du coup, T'inquiète pas, je les surveille pour toi. donc voilà, en tout cas, sur flatulence, on a vu que certains probiotiques permettent d'éviter ces flatulences. Donc ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle un symbiotique. Donc vous prenez une fibre et vous prenez un probiotique. Et donc le probiotique peut vous éviter effectivement ces flatulences. Donc vous en avez aussi en pharmacie, c'est pareil. Aujourd'hui, de plus en plus, les pharmaciens sont éduqués, sont formés
C'est les médecins qui sont pas assez formés malheureusement sur probiotiques, Alors mais les justement, pharmaciens. ça tombe bien. Je t'interromps parce qu'il y avait une question là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, dans la formation de médecine, il y a un cursus entre guillemets microbiote ou ça reste un truc un peu comme la nutrition, un truc qu'on fait sur le tard et à côté? C'est un peu comme la nutrition, c'est-à-dire qu'il doit avoir 2 heures à peu près. Et Ouais, en c'est fait, ça, voilà, ok. aujourd'hui, ce qui est gravissime, c'est qu'en fait, par moment, on est encore dans une formation médicale où les médecins ont la vision du micro-organisme, c'est-à-dire du microbe, le pathogène, en fait. Oui, Je ok. rappelle, 99% des micro-organismes ne sont pas pathogènes. Oui, bon, c'est bien de le rappeler. Une autre question intéressante, très particulière, est-ce qu'on connaît des interactions entre les vaccins et le microbiote? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Alors, il y a des études en fait sur ce qu'on appelle l'adjuvanthérapie, c'est-à-dire en fait comment on peut potentialiser les effets des vaccins. Par exemple, je sais pas, le vaccin de la grippe, il y a eu des études. Par exemple, là, il y a une étude, alors je peux en parler, là, c'est moi qui l'ai faite au Canada, sur la vaccination du Covid. Donc, en fait, on essaye de démontrer que quand on est vacciné au Covid, si on prend des probiotiques en même temps, est-ce que ça peut aussi non seulement potentialiser l'effet de la vaccination, et dans certains cas, potentiellement, on pourrait éviter certains effets secondaires qu'on pourrait observer le jour de la vaccination. C'est ce qu'on appelle l'adjuvanthérapie, c'est-à-dire que l'enjeu du probiotique, c'est pas de se substituer au vaccin, mais c'est d'accompagner le geste vaccinal. Donc ça se fait. Donc il y a eu beaucoup d'études influenza, très récemment Ouais, Covid, ça doit être à peu près tout. ok. Une petite question sur le fromage au lait cru, le fromage au lait cru, c'est un probiotique, on peut le considérer comme tel ou... Alors officiellement non, c'est plutôt un ferment, c'est vivant, mais les bactéries sont pas rigoureusement sélectionnées et d'un fromage au lait cru à un autre, vous savez pas trop. Je rappelle juste des fois dans le fromage au lait cru, sur les croûtes, hein, Ouais. si vous voulez manger du mucor, etc., des fois vous trouvez des trucs, c'est pas forcément très probiotique non plus. C'est-à-dire que vous pouvez aussi trouver quelques fois aussi des flores un peu Ouais, dont on n'a pas trop envie de connaître la, voilà. la composition En exacte. fait, Ouais. le problème du probiotique, enfin le problème, c'est juste, j'ai essayé de le démontrer, c'est que la définition de l'OMS le dit très clairement, il faut que vous ayez démontré les effets santé. Donc il y a des Oui. cohortes. En fait, par exemple, il y a eu des études en kombucha, il doit y en avoir 2 qui ont été faites dans le monde, il doit y avoir une étude kéfir dans le monde, il doit y avoir quelques études chocolat. Après, l'activité massive sur les probiotiques, elle est surtout sur les compléments alimentaires et sur les yaourts. Les Ouais. fameuses plus de 1000 études dont j'ai parlé, elles sont sur des choses rigoureusement sélectionnées. Par contre, ça ne veut pas dire que le microbiote, enfin, le kombucha, le kéfir, etc., ne marche pas. Ça veut juste dire qu'on sait que comme c'est des communautés extrêmement vivantes et surtout changeantes, c'est difficile de dire que, en fait, cet effet-là, c'est votre brassin numéro 1 ou votre brassin numéro 10. Donc en fait, la difficulté qu'on a juste, c'est la stabilisation du produit fini. C'est pour ça qu'un yaourt, c'est facile à stabiliser quand vous ne le faites pas à la maison, mais quand vous le faites en industriel. Par contre, stabiliser une communauté, par exemple, type kéfir, même quand on est industriel, parce que nous, on travaille aussi sur les kéfirs aujourd'hui en R&D, on montre que si on veut associer un effet bénéfique, c'est-à-dire l'étudier, ce qui va être super important, c'est d'être sûr que votre kéfir que vous faites hier, ça sera le même que vous faites le lendemain, pour démontrer Ouais. qu'en fait, vous aviez cet effet. Une autre question sur tu as parlé du manger vivant, effectivement. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une limite, en fait, est-ce que tu peux trop manger vivant? Est-ce que tu peux te faire mal en mangeant enfin, trop de ferments finalement? Alors en fait, il y a déjà une limite physique de toute façon, donc mettre des ferments, il y a un moment physiquement, tu ne vas pas pouvoir dépasser enfin on a dit tout à l'heure, on est sur 100 000 milliards dans le côlon. Mettre 100 000 milliards de bactéries dans 1 gramme, tu peux pas, de toute façon. Ouais, Donc ok. de façon artificielle, tu ne pourras pas avoir trop parce que tu ne peux pas dépasser la limite physique de l'inclusion. Donc en fait, en quelque sorte, tu ne peux pas être bloqué par la notion du vivant. Je sais pas si j'ai été claire. Non, mais il y a parce que tu veux, des fois on a eu des commentaires, enfin on voit ça passer même dans ce que les gens rapportent, tu sais, par exemple quand tu manges pas trop fermenté, et des gens ils disent bah moi voilà j'ai découvert le kéfir, j'en ai bu 1 litre, ça m'a fait mal au bide. Tu vois, on a plus dans cette logique-là de se dire finalement quand tout à coup tu changes de régime avec un apport très important de ferment, Ouais. est-ce qu'effectivement alors, est-ce que c'est un effet psycho ou est-ce qu'il peut y avoir un vrai effet Non, physique, il y a un effectivement? vrai effet physique qui est intéressant. C'est juste l'idée, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a dit le microbiote adulte, il est stable. D'accord? Par contre, Mm. il bouge avec ce qu'on mange. Il est clair que si du jour au lendemain, la veille, tu mangeais, enfin, tu buvais du coca ou tu mangeais, c'est pas, plein de burgers et le jour d'après, tu bois 1 litre de kéfir ou 1 litre de kombucha, tu te bourres d'acétate, bière vinaigre, etc. et puis tu te prends plein d'acétobactères, il est évident
dans la plupart des cas, tu vas te faire une diarrhée, etc. Donc ça veut dire que les changements alimentaires doivent être, assez, je dirais, enfin «modérés» entre guillemets, c'est-à-dire que tu switches pas d'un régime alimentaire à un autre. Par contre, il est clair que les gens qui mangent, des yaourts, ah, il y a un super écho, je sais pas pourquoi. Des yaourts, en fait, je sais pas, depuis 20 ans, en fait, le jour où ils arrêtent, c'est intéressant parce qu'en fait, très rapidement, on voit aussi, l'arrêt, en fait, de la consommation. Donc dans les 2 sens, en fait, il faut pas que ça soit des changements brutaux. Donc on l'a dit, la diarrhée du voyageur, c'est aussi lié, au fait, à ces histoires de changements brutaux, en fait, de régime alimentaire qui fait, en fait, que vous allez bouleverser, vos équilibres. Donc en fait, c'est toute une histoire d'équilibre. La résilience du microbiote, on l'utilise beaucoup. C'est toute une notion d'équilibre. C'est-à-dire, plus vous mangez divers, plus vous prenez soin de votre microbiote. Plus vous évitez les changements en fait énormes, c'est-à-dire les grands écarts entre ce que vous avez mangé dans un régime alimentaire et un jour où en fait vous mangez des tonnes d'aliments, vous n'êtes pas bien le lendemain, votre microbiote est challengé. Vous pouvez Ouais. avoir aussi en fait ce qu'on appelle un temps de transit qui est complètement modifié, et ça on les suit. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est ça, c'est cette espèce de régularité et de possibilité de manger. Mais moi, je le dis tout le temps à mes enfants d'abord, c'est que plus on mange divers, plus vous protégez vos microbiotes et plus finalement vous pouvez vous permettre, en fait, c'est pas des grands écarts, mais cette possibilité oui, un jour vous avez envie de manger un burger, vous avez le droit. Parce que si le jour d'après vous mangez des fibres, il n'y a pas de souci. Donc en fait, l'enjeu, Et c'est par ouais, assiette, quoi. finalement, notre microbiote, il est omnivore comme nous, quoi. Mais exactement, c'est tout est poison, rien n'est poison, c'est juste une question de dose, en fait, très clairement. Il va peut-être une dernière, parce qu'il est déjà 20h01, nous avons dépassé d'une minute, mais il y avait une question que je trouvais intéressante sur les infections urinaires en l'occurrence, mais j'imagine que ça touche aussi les vaginaux. C'est plus l'idée de se dire finalement, on comprend bien que ce qu'on mange, vu que ça atterrit dans le côlon, ça va influencer le microbiote du côlon, ça c'est facile à comprendre, mais de se dire bah, finalement, les autres microbiotes dont tu as parlé, est-ce qu'ils sont sous dépendance alimentaire? Et du coup, la corrélation, c'est qu'il y a une question très précise en disant bah, si j'ai des infections urinaires, puis que enfin, j'en ai plus, puis j'arrête de boire du kéfir, tout à coup j'en ai, est-ce que je peux accuser mon alimentation ou pas? Quel serait le lien en fait? Alors en fait, c'est on démarre en fait. L'exploration, en fait, donc la flore vaginale, c'est 2010. Il y a eu un papier majeur qui a démontré qu'en fait, la communauté vaginale, il y a 4 communautés, on sait la décrire par 4 communautés, c'est une dominance de lacto. Et en fait, très clairement, on s'est démontré que les gens qui ont des infections urinaires récurrentes ou des vaginoses, en fait, ils appartiennent à ce qu'on appelle les communautés déséquilibrées 3 et 4, d'accord? Ça ne veut pas vous dire grand-chose scientifiquement, nous, ça veut dire grand-chose, ça veut dire qu'on a perdu les lactos et on a perdu les gardiens du temple, comme le Crispatus, le Plantarum, etc. On sait aussi, et ça c'est très clair, qu'il y a en permanence aussi une communication évidemment entre la flore fécale et la flore vaginale, c'est évident, et qu'évidemment il ne faut pas trop qu'elle se contamine. On s'est aussi démontré que par moments certaines vaginoses pourraient être liées aussi, on le sait, hein, sur des règles d'hygiène peut-être pas complètement respectées, etc. Et en fait on sait qu'il y a cette communication. Mais il est clair aussi que ce qu'on peut manger pourrait influencer par ce circuit-là. Et en fait, on a démontré, ce qui est hyper intéressant, c'est le probiotique qu'on ingère, dans la bouche, en complément alimentaire, on peut faire ce qu'on appelle des études de passage, c'est-à-dire qu'on suit tout le passage du probiotique, donc de la bouche au côlon et en fait dans le vagin. Et on a démontré que la plupart des probiotiques rigoureusement sélectionnés, évidemment dans les lactos, qui passent pour en fait un complément alimentaire pour éviter les risques de vaginose, en fait arrivent à coloniser les flores vaginales. Et donc c'est toute la Ok. théorie des passages. Et donc ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup d'études, et ça c'est un monde fascinant. J'aurais bien voulu vous en parler, j'aurais pu vous en parler 2 heures de la flore Oui, vaginale. oui, bah écoute, faudra qu'on Et, te réinvite de toute façon, hein. Là, il y a plein de commentaires. Écoute, effectivement, tout le monde a trouvé ça trop court, à la fois fascinant et trop court. On va peut-être te réinviter Donc si voilà, va peut-être falloir. une deuxième, ouais, eh deuxième. ben, oui, Écoute, pourquoi pas. Après, va voilà, falloir, je parle devant beaucoup de congrès, j'interviens beaucoup, mais effectivement, avec plaisir, si va vous... falloir conclure pour te laisser aller manger quand même, parce que Oui, mine de rien, il faut que tu nourrisses ton microbiote. Jean-Baptiste, je te laisse donner le mot de la fin. Non, ben, enfin, je pense qu'il a été dit par tout le monde là. Ouais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Il y a encore plein de questions. Je pense qu'elles vont tomber. Donc, et nous, on est loin d'être carrément loin de mettre de compétences.
Voilà, pour répondre aux questions des utilisateurs. Donc, je pense qu'on sera obligé quand même de te réinviter à un moment ou à un autre. Peut-être qu'on aura un après l'étude, justement, parce que je pense que Kéfir Ensemble vous intéressera peut-être pour justement la stabilité des consortia et des choses comme ça. C'est pas des choses inintéressantes et du coup, ça fait penser à pas mal Mm. de choses qu'on peut explorer nous aussi par ces histoires de fermentation un peu partagées. Voilà, donc bah non, merci beaucoup. On va vous laisser partir tous les deux. Merci. Le séminaire sera en ligne. De toute façon, les gens voilà, pourront suivre un petit peu, pourront aller chercher parce qu'il y a énormément de références et il y a pas mal de choses. Donc, surtout s'il y a des gens qui voilà, ont besoin d'articles ou veulent creuser un petit peu des choses, nous, on peut aussi se faire les relais de deux, trois choses Oui, et on dont peut Sylvie se a connecter parlé, hein. sur les réseaux, sur LinkedIn entre autres, où j'ai un compte assez actif, etc. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, on peut relayer par vous, enfin, pas de souci. Ok, Oui. bon, c'est super. Eh ben, merci beaucoup à tous les participants. Et merci encore à toi, Sylvie. Merci, Christophe, pour l'animation. Et puis je vous dis tous à très bientôt. Ça marche. Merci. Au Merci À revoir. Sylvie, à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, au Ciao. revoir. Au revoir.